Bonjour, 14 avril 2020. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo qui a circulé sur YouTube pendant un certain temps mais qui apparemment a disparu. Il s'agit d'un reportage qui était passé sur France 3 ou France 5, je ne me souviens plus, concernant la transition. C'était un reportage qui durait à peu près 1 heure, donc avec des témoignages. Pour moi, ce qui me paraissait important, c'est que on voyait dans ce reportage, qui était un reportage du Grétis, à Lyon, donc l'équipe hospitalière qui s'occupe des personnes trans, comme on sait. Et dessus, il y avait des petits morceaux de cette fameuse réunion interdisciplinaire entre médecins, endocrinologues, psychiatres, etc. Et ça, c'était très intéressant, c'était même très révélateur. Donc cette vidéo ayant disparu, mais moi je l'ai sauvée sur mon ordi, du coup je voulais en profiter pour vous repasser ces extraits de ces commissions au Grétis, qui ne sont évidemment pas ouvertes au public, qui ne sont pas, les personnes concernées ne sont même pas invitées d'ailleurs, elle ne peut même pas s'expliquer, si vous voulez, devant ce jury, voilà, c'est en quelque sorte. Et du coup, je vais vous passer ça là, mais je voulais aussi vous faire mon petit témoignage par rapport au Grétis. Donc au départ, moi j'ai voulu rejoindre le parcours dit officiel, entre guillemets. Simplement j'étais vite découragé parce que, vu les délais d'attente, par exemple, on me donnait des entretiens avec le psy tous les 6 mois, et ça pouvait être annulé sans qu'on me redonne de rendez-vous, enfin bref. Pareil avec la psychologue, il fallait même voir 2 psys, après qu'on m'a annoncé ça plus tard. En fait, bon, j'ai eu simplement une entrevue avec le psy, une ou deux avec la psychologue, mais alors l'entretien avec le psy, c'était assez spécial. Je dis ça gentiment. En fait, ce psychiatre, qui apparaît sur la vidéo d'ailleurs, on peut dire qu'il m'a accueilli d'une façon particulière. En fait, il m'a complètement dédaigné, voilà ce qui est. Je vous donne un exemple. Déjà, il est arrivé quasiment 2 heures en retard. Il ne s'est même pas excusé, alors que moi je venais, j'avais fait 3 heures de route avant pour venir. Enfin bref, je m'étais fait aux aurores pour être à l'heure. Et puis au bout de 10 minutes d'entretien, il a eu un coup de fil, dans son cabinet, donc voilà, en face de moi. Et ce coup de fil a arrêté l'entretien. Oui, c'était très important ce coup de fil, c'était au sujet des réservations de ses vacances. Ah oui, donc du coup, l'entretien, il l'a arrêté, j'étais en face de lui, j'entendais tout ce qu'il racontait par rapport à ses vacances, et il m'a dit de dégager comme ça. C'était fini l'entretien, voilà, au bout de 10 minutes. Voilà, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Autre chose aussi, les questions qui m'ont été posées avant ce fameux coup de fil d'une importance capitale, il m'avait posé des questions, comme ça arrive à d'autres personnes, je suppose, assez intrusives, sur mon orientation, ma préférence romantique et sexuelle. Quand je lui avais dit que j'avais été marié et que ma préférence était justement les femmes, il m'a demandé après la transition comment ça allait être. Ben évidemment ça n'allait pas changer, bien sûr, mais ça correspond pas aux critères, je suppose. Il faut dire quand même que avant, le Grétis avait un certain nombre de critères. J'ai utilisé une autre vidéo pour expliquer ça, mais je rappelle vite fait. Avant, le Grétis à Soflet en général avait des critères très limitatifs. Il fallait pas être marié, il fallait pas avoir d'enfants en bas âge, il fallait être hétéro, et il fallait rester hétéro après la transition. C'est une chose complètement absurde, c'est-à-dire changer son orientation romantique et sexuelle après la transition pour être dans la norme hétéro, bien sûr. Voilà. Tout ça a évolué heureusement, et
Mais je pense quand même qu'il y a certaines traces qui restent dans les esprits des psychiatres, même si on n'est plus considéré comme des malades mentales depuis 2011, je pense que chez eux, ou chez un certain nombre, on doit l'être encore, voilà, un petit peu. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie, et n'hésitez pas à mettre vos réactions, comme d'habitude, en commentaire, voilà. Au revoir, merci. Le Grétis à Lyon est une des 6 équipes officielles en France à l'hôpital public regroupant psychiatres, psychologues, endocrinologues, chirurgiens. Les patients sont évalués pendant 2 ans en moyenne. Lors de réunions de concertation, les médecins valident, repoussent, refusent le traitement hormonal et la chirurgie. Patient suivant, Pierre, à toi. Il fait l'objet de réticences depuis un certain temps parmi nous. Il a été écarté il a 10 ans à cause de son âge. Parce qu'il est quand même né en 1948, hein. Je crois qu'on avait toujours dit que l'âge n'était pas une limite. Non, autrefois on l'a dit quand il s'est présenté à 42 ans et que c'était limité. Il n'a pas d'activité sexuelle ni d'activité affective mise en avant. Globalement, c'est vrai qu'on n'est pas habitué d'avoir des gens de cet âge. Il n'a pas d'éléments psychotiques visibles, pas délirant. Tu voulais qu'on revoie le dossier, pourquoi? Pour revoir les conclusions de la dernière fois ou tu veux qu'on ait un autre avis? Non, je pense qu'on l'a à peu près cerné. 64 ans, c'est une personnalité qui est figée. Il ne va pas changer. On ne va pas remettre en question ses équilibres de vie à 64 ans. Pourquoi une chirurgie maintenant? Pourquoi il la demande maintenant? Parce qu'on lui a refusé jusqu'à présent. Il n'est pas très convaincant sur le plan physique. À 64 ans, tu n'es pas très convaincant. Dans la vie de tous les jours, il vit en homme ou en femme? Il vit en femme ménopausée, pas en femme sexy. Très sincèrement, il est peu convaincant. Dans les cas paradoxaux avec des épaules de camionneur, aucun traitement hormonal réussira à le transformer en femme, et qui pourtant, une fois opéré, vient avec un large sourire dire enfin, alors qu'il reste très déguisé. Donc notre critère doit rester modeste. Il ne faut pas que ce soit une projection de notre idéal féminin. Donc notre critère, il faut du pragmatisme. Il ne faut pas le laisser entre deux. Donc on serait en faveur d'une réassignation. On est à la pointe d'une certaine éthique médicale, où on discute pour savoir si on a le droit d'agir sur son corps librement, que ce soit pour un changement de genre, ou que ce soit pour une chirurgie de l'extrême, ou que ce soit pour corriger la nature dans des sens qui n'ont pas été très envisagés jusqu'ici. Globalement, je leur dis, on se pose la question, est-ce que vous irez mieux après que maintenant? Ça semble résumer une démarche médicale où il y a une évaluation à faire. Certains trans ne souhaitent pas forcément une reconstruction des organes génitaux du sexe qu'ils revendiquent. C'est le cas d'une patiente qui vit en homme. Elle demande uniquement l'ablation de son utérus. Sa demande serait-elle suspecte? Une menace à l'ordre symbolique des sexes? Pour ma part, il n'y a pas de contre-indication dans la mesure où on était d'accord que c'était un cas de trouble de l'identité qui devait être traité. C'est vrai que ces cas se multiplient, d'hermaphrodisme artificiellement créé, car en fait, elle souhaite se limiter à une hystérectomie. Je comprends pas. On est dans des dérives. Ça n'est pas une dérive, Patrick.
Soit ils veulent complètement changer de bord, soit ils veulent garder le truc. Ça, c'est ta demande à toi, ta demande d'une société binormée. Ça fait longtemps que la société n'est plus binormée. Tu as des hétéros, des homos, des bi. Mais sur la carte d'identité, c'est masculin ou féminin. Pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est d'être minimalement invasif au niveau chirurgie pour pouvoir l'aider dans son changement. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de l'obliger à avoir une phalloplastie. À partir du moment où il y a une perte de sens, c'est complètement hybride. À partir du moment où vous trouvez légitime d'accompagner quelqu'un dans une demande de changement de genre, sans lui faire de chirurgie, en acceptant qu'elle se contente de l'hormonothérapie et le changement d'état civil, je ne vois pas ce qu'une petite dose de chirurgie vient changer dans le principe. Le fait que tu dises que nous vivons dans une société décadente, quand on réclame la possibilité de garder ses ovaires et de faire des enfants tout en ayant un état civil masculin et une belle barbe, évidemment que c'est quelque chose qui nous interroge. On ne doit pas y contribuer. Alors mon vieux, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu contribues de fait de cette reconnaissance, et même en pointe. On voit de plus en plus de demandes nouvelles. De la même façon qu'on voit en chirurgie esthétique des gens qui demandent des cornes de diablotin et des écailles dans le dos. Quand on me demande donnez-moi des oestrogènes pour avoir des seins, pour tourner un film porno avec des seins et une verge, c'est pas mon rôle de médecin. On le fait pas. Moi, je ne le fais pas. Ce n'est pas le cas d'une souffrance. Justement, la question qu'on se pose, c'est où est la limite? La limite, est-ce que c'est pas la souffrance justement? Les frontières deviennent floues. Oui, depuis le début.